Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce webinaire qui visera à présenter les métiers d'inspecteur dans le cadre de la campagne de recrutement en cours. C'est un webinaire qui va s'articuler entre des temps de présentation et des temps de questions-réponses. Nous sommes plusieurs intervenants sur ce webinaire et donc nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Maude Mallier, je suis la responsable du département emploi, carrière et compétences au sein de la fonction RH régionale de l'URSSAF Rhône-Alpes. Bonjour, je suis Jamila Guédoudou et je suis inspectrice du recouvrement sur la partie contrôle comptable d'assiette. Bonjour, donc Floriane Grandjean, responsable LCTI sur les départements de l'Isère et de la Drôme. Bonjour, Thomas Ramirez, je suis manager de secteur sur le pôle B, inspecteur CCA, donc sur les sites de Vénissieux et Vienne. Alors, pour échanger avec nous tout au long de ce webinaire, vous disposez d'un encart questions-réponses qui se trouve sur la droite de votre écran. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions via ce chat à tout moment. Nous y répondrons en direct lors des temps dédiés entre chaque temps de présentation. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à liker les questions d'autres participants si celles-ci vous intéressent également. C'est un webinaire qui va être enregistré et vous pourrez accéder au replay avec deux possibilités, soit en le visionnant directement à la fin du webinaire en cliquant sur le même lien qui vous a permis de vous connecter, soit en le visionnant dès demain sur la page LinkedIn URSSAF Rhône-Alpes ou sur la page YouTube Les URSSAF Auvergne et Rhône-Alpes. Nous allons aborder différents thèmes et à la fin de chaque thème, nous répondrons aux questions que vous poserez dans le chat. Dans un premier temps, on va aborder l'environnement professionnel des métiers du contrôle avec une présentation de la sécurité sociale, la présentation du réseau des URSSAF. On fera un petit zoom un peu plus spécifique sur le réseau des URSSAF. On prévoit un temps de questions-réponses pour répondre du coup aux questions que vous auriez pu poser via le chat. On passera un temps de présentation sur les métiers inspecteurs, donc inspecteur CCA et inspecteur LCTD, avec ensuite un temps de questions-réponses dédié et on finira par une partie plus RH, on va dire, sur la procédure de recrutement et les modalités de la formation, avec encore une fois un temps de questions-réponses. De contrôleur du recouvrement. Instituée par l'ordonnance du 4 octobre 1945, la sécurité sociale est définie ainsi. C'est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. La sécurité sociale, parce qu'elle sert l'intérêt général, exerce une mission de service public. Différents régimes de sécurité sociale ont été institués. Il s'agit de régimes obligatoires et dits de base. Ainsi, nous distinguons le régime général, qui couvre principalement les risques des salariés qui relèvent du secteur privé, d'autres régimes, comme le régime agricole, les régimes spéciaux à certains secteurs d'activité, ou encore le secteur public. Les régimes de base sont complétés par des régimes complémentaires, notamment en matière de retraite ou de prévoyance santé. Il comprend plusieurs branches. Branche famille, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, autonomie et recouvrement. Son financement est assuré par le réseau des URSSAF. Le réseau des URSSAF. Assurant une mission sociale et économique, les URSSAF sont présentes sur l'ensemble du territoire national et les territoires et départements d'outre-mer. Leur gestion est paritaire. Vous pouvez constater sur la carte que les activités sont réparties sur tout le territoire. Les services du CESU sont gérés en Rhône-Alpes. Le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse est partagé avec la Franche-Comté. Quelles sont les missions des URSSAF? La mission principale est d'assurer la collecte des cotisations et des contributions sociales, qui sont la source du financement de la protection sociale du régime général. Mais il s'agit aussi de garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques
dans un souci de maintien d'une saine concurrence. Enfin, le réseau est fortement mobilisé pour accompagner les employeurs et les entrepreneurs dans leur démarche en développant la qualité de la relation et du service. Et concrètement, le réseau a collecté 596 milliards d'euros en 2021 auprès de plus de 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs qui versent des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale. Les cotisations sont reversées aux 880 organismes dits prestataires qui versent des prestations sociales. Par exemple, les remboursements des frais de santé, les aides aux familles, la retraite. Sont également concernées les cotisations et prestations versées par le Pôle emploi. Vous pouvez voir sur cette diapositive comment est réparti le financement auprès des différentes catégories de cotisants. Ainsi, le recouvrement s'exerce auprès de plus de 10 millions d'entreprises, organismes ou particuliers. À quoi servent les cotisations? Eh bien, les dépenses principales concernent la santé pour 39% et la retraite pour 28%. Puis viennent la famille, 10%, et l'assurance chômage, 8%, et d'autres prestations. Il est à noter qu'en moins de 5 heures, le réseau des URSSAF reverse les cotisations qu'elle a collectées aux caisses prestataires tout en garantissant une exacte répartition. Par ailleurs, les coûts de gestion représentent 35 centimes d'euros pour 100 euros encaissés. L'URSSAF, organisme de recouvrement, doit garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Le versement des cotisations repose sur un système déclaratif. Afin de sécuriser les déclarations effectuées, l'URSSAF utilise plusieurs leviers. D'abord, la prévention, en mettant à disposition des déclarants des outils comme le rescrit social ou la visite conseil. Ensuite, a posteriori, le contrôle, afin de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, la préservation des droits des salariés et le maintien des conditions d'une saine concurrence. Depuis la loi du 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, l'URSSAF intègre dans ses processus de recouvrement le principe du droit à l'erreur. Enfin, en luttant contre la fraude au prélèvement social, l'URSSAF, par son action, sécurise le financement de la protection sociale. Ces dernières années, des équipes spécialisées ont été créées et les outils de ciblage des actions de contrôle améliorés. La coopération locale et internationale s'est renforcée. Ainsi, en 2021, ont été effectués 98 000 contrôles et actions de prévention, dont 42 000 contrôles comptables d'assiettes. Près de 25 milliards d'euros de cotisations ont été vérifiés, et cela concerne 1500 inspecteurs et 220 contrôleurs agréés et assermentés. Près de 7 contrôles sur 10, contrôles comptables d'assiettes, donnent lieu à régularisation. Ceci est un indicateur de la qualité de la sélection des entreprises dans nos plans de contrôle. Une des missions fortes de nos organismes est aussi d'assurer la qualité de service auprès des entrepreneurs et des employeurs et de proposer un accompagnement en cas de difficulté. Ainsi, différents services sont proposés pour les entreprises en difficulté ou en incident de paiement. En 2021, plus d'1 500 000 plans d'appurement ont été réalisés. Les situations de contexte, comme les intempéries ou encore récemment la crise sanitaire, sont également prises en compte dans nos politiques de recouvrement. Enfin, des outils statistiques sont mis à disposition des décideurs économiques et politiques. Vous pouvez retrouver ceci à l'adresse suivante www.open-ursaf.fr. Et maintenant, à vos questions. Alors, on n'a visiblement pas de questions sur la thématique qu'on a abordée.
Donc, je pense qu'on va enchaîner sur la thématique suivante. Si jamais vous aviez des questions par rapport à cette première thématique qui traitait plutôt l'environnement professionnel, c'est-à-dire la sécurité sociale et le réseau des URSSAF, n'hésitez pas à la poser plus tard. On pourra y revenir sans difficulté. Les métiers d'inspecteur. Rappelons tout d'abord les finalités du contrôle. Pourquoi contrôler les usagers? Le recouvrement des cotisations et contributions sociales repose sur la base d'un système déclaratif. Les usagers eux-mêmes déterminent et déclarent le montant des cotisations et contributions à verser. Cela implique, en contrepartie, de contrôler régulièrement, le plus souvent a posteriori, l'exactitude et la conformité des informations déclarées pour rétablir les salariés dans leurs droits et garantir une saine concurrence entre les entreprises. Cette mission est principalement assurée par les inspecteurs, répartis en 2 spécialités, contrôle comptable d'assiette, CCA, et lutte contre le travail dissimulé, LCTD. Les contrôleurs du recouvrement interviennent également en vérifiant la conformité des déclarations effectuées par les très petites entreprises en réalisant des contrôles sur pièce. Les missions communes aux inspecteurs CCA et LCTD sont celles de garantir aux salariés le respect de leurs droits sociaux et d'assurer aux employeurs une saine concurrence, de vérifier la conformité des déclarations effectuées par les entreprises en examinant sur place les documents, de conseiller pour une bonne compréhension et une juste application de la législation, de participer à la lutte contre l'évasion sociale, les fraudes et le travail dissimulé, d'informer les entreprises sur les risques engendrés par la fraude et le travail dissimulé. En pratique, certaines missions sont plus particulièrement dévolues aux inspecteurs CCA ou aux inspecteurs LCTD. Les inspecteurs CCA ont pour mission de régulariser les cotisations et les contributions sociales en cas d'anomalie, de conseiller pour une bonne compréhension et application de la législation. Ils participent à la lutte contre la fraude en lien avec une multitude de partenaires comme les impôts, les banques, les collègues contrôleurs et inspecteurs LCTD et les autres organismes de la sécurité sociale. Les inspecteurs LCTD, eux, sont plus particulièrement en charge de démontrer le recours au travail dissimulé, d'évaluer la fraude et donc le préjudice financier pour la sécurité sociale, d'instruire les procédures pénales. Ils collaborent régulièrement avec les partenaires tels que la police, la gendarmerie, la douane, les services fiscaux, les collègues naturellement contrôleurs et inspecteurs CCA et les autres organismes de la sécurité sociale. Précisons maintenant les principales missions des inspecteurs CCA, contrôle comptable d'assiette. Ils ont donc pour mission de contrôler en entreprise, donc sur place ou chez un tiers déclarant, l'adéquation sur les 3 dernières années entre les déclarations de l'entreprise et les documents juridiques, sociaux et comptables. Le but est de vérifier que tout ce qui devrait être soumis à cotisation et contribution l'est effectivement, mais également de rectifier les erreurs lorsque l'entreprise cotise trop. Ils ont également pour mission de participer à la lutte contre la fraude et le travail illégal, soit dans le cadre de contrôles classiques, en vérifiant par exemple la sous-traitance en comptabilité, soit dans le cadre du renfort aux équipes LCTD sur les opérations de masse dites préventives ou lors d'opérations ciblées d'envergure. Il contribue également à sécuriser et à prévenir le risque déclaratif en entreprise par des visites conseils, du contrôle à la demande ou par la sécurisation des accords d'épargne salariale. Précisons maintenant le déroulement du contrôle comptable d'assiette. Le contrôle comptable d'assiette est encadré juridiquement par les articles R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale. Donc les contrôles CCA sont obligatoirement précédés de l'envoi d'un avis de contrôle. Les investigations sont réalisées sur place, elles sont suivies d'un entretien conclusif avec les représentants de l'entreprise et par l'envoi donc d'une lettre d'observation motivée et détaillant les éventuelles régularisations. À compter de la réception de la lettre d'observation, la personne contrôlée dispose d'une période contradictoire de 30 jours, renouvelable une fois, pour répondre aux observations du contrôle. L'inspecteur doit répondre à chaque argument avancé par l'entreprise. À l'extinction du délai contradictoire, le dossier est déposé. L'organisme enregistre donc le résultat du contrôle et adresse le cas échéant la mise en demeure ou l'avis de crédit afférent. La durée du contrôle est également encadrée. Les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 11 salariés
étendus à 20 salariés à titre expérimental, ou visant les travailleurs indépendants, ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois. Une prorogation de 3 mois est possible. À noter que dans le cadre de l'expérimentation issue de la loi ESSOC, les durées des contrôles cumulés par les différentes administrations des entreprises de moins de 250 salariés ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros ne peut excéder 270 jours sur une période glissante de 3 ans. Le contrôle comptable d'assiette en Rhône-Alpes se caractérise par une équipe de 21 contrôleurs sur pièce, 127 inspecteurs CCA, 4 responsables de département et des inspecteurs et contrôleurs managers adjoints, un secrétariat régional contrôle, un responsable régional contrôle, un directeur du contrôle qui est commun avec la LCTD. Depuis 2022, cette équipe a été renforcée par un pôle d'expertise et d'appui spécifique au contrôle. Quelques chiffres clés maintenant pour le contrôle comptable d'assiette en 2021. Nous avons donc réalisé des contrôles pour sécuriser un enjeu financier donc déclaratif de 255 milliards de cotisations. Cela s'est traduit donc par des contrôles de 2928 TPE, 2161 PME, 44 GE, grandes entreprises, et 11 TGE, très grandes entreprises. Ces contrôles ont été soldés par des redressements pour plus de 60 millions d'euros et donc également des restitutions pour un peu plus de 5 millions d'euros. Sachant que plus d'1 million d'euros redressés sont consécutifs en fait à la fraude détectée à l'occasion du CCA. Donc, ça, ce sont les montants en valeur absolue. Concernant le taux de redressement, hein, donc, qui est le montant des redressements ramené en fait au total des cotisations contrôlées, le taux de redressement global, tout type d'entreprise confondue, s'élève à 1,67%, sachant qu'il est plus fort sur les TPE-PME, puisqu'on atteint un taux de 3,51%. Que recouvre la LCTI? Il paraît avant toute chose de définir notre matière, à savoir la lutte contre le travail illégal. Selon les dispositions de l'article L8211-1 du Code du travail, le travail illégal regroupe les infractions suivantes. Donc le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, les cumuls irréguliers d'emploi, la fraude ou fausse déclaration prévue par les dispositions du Code du travail. Les inspecteurs de l'URSSAF ne peuvent relever que les infractions de travail dissimulé. Donc, par travail dissimulé, il faut entendre deux situations. Première, la dissimulation d'activité, avec par exemple un auto-entrepreneur qui ne déclare pas tout ou partie de son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Et en deuxième, on a également la dissimulation d'emploi salarié, avec par exemple des salariés qui travaillent en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, en l'absence de bulletin de paye ou en l'absence de déclaration sociale. La LCTI sur le terrain. Donc les terrains de fraude étant multiples, tous les acteurs du contrôle sont mobilisés pour lutter contre le travail dissimulé. Donc cela passe par trois principales actions. Donc en premier lieu, nous avons les actions ciblées. Donc elles sont décelées à partir notamment d'anomalies déclaratives résultant de l'exploitation de nos fichiers. Par exemple, ouverture d'un compte employeur, mais avec une absence de déclaration sociale. Ces actions ciblées passent aussi par l'élaboration de plans de contrôle établis notamment par la Caisse nationale, où là, l'aide des inspecteurs CCA est précieuse et indispensable pour nous permettre de contrôler toutes les cibles définies dans les plans. Nos actions ciblées peuvent également résulter de signalements émanant de salariés qui nous interrogent sur le fait d'être déclarés ou pas. Et les signalements peuvent également émaner de voisins, d'ex-conjoints. Donc, nous ciblons les secteurs dits à risque, comme le bâtiment, les hôtels, cafés, restaurants, la sécurité ou le nettoyage. Ensuite, nous avons les opérations de type aléatoire, réalisées par opposition aux actions ciblées, sans qu'aucun risque individuel ait été identifié. Ces opérations assurent la visibilité de l'action de l'URSSAF, de la présence sur le terrain des corps de contrôle, et concourent activement à la prévention. Elles sont aussi l'occasion d'informer les entreprises de l'importance des obligations déclaratives.
Les inspecteurs CCA participent activement et de manière très importante à ce type d'opération. En 2021, sur 4522 actions, 4013 étaient des actions dites de prévention. Enfin, il y a la détection de la fraude dans le CCA, où lors de la réalisation de leur contrôle, les inspecteurs CCA peuvent constater des anomalies, notamment lors de l'analyse de la sous-traitance, où par exemple des sous-traitants utilisent de fausses IRN ou ne déclarent pas tout leur chiffre d'affaires. Donc après investigation, si les irrégularités sont confirmées, elles seront reprises au titre de l'infraction de travail dissimulée par l'inspecteur CCA avec l'aide d'un inspecteur LCTI si besoin. Si le dossier est plus complexe, avec par exemple de la prestation de services internationale, la cellule LCTI le prendra en charge. Outre ces actions de contrôle, les inspecteurs LCTI et les contrôleurs LCTI sont également en charge de l'exploitation des procédures établies par ses partenaires, comme la gendarmerie, la police ou l'inspection du travail. Ils assurent la mise en œuvre du recouvrement des cotisations éludées résultant de l'infraction de travail dissimulé constatée, car nos partenaires ont la compétence pour relever les infractions de TD. Concrètement, comment se déroulent nos contrôles? Lorsque l'entreprise est identifiée au préalable, les inspecteurs et les assistants LCTI procèdent à un environnement en consultant nos bases, par exemple la base des PAE ou la base déclaration sociale nominative qu'on appelle DSN. Les inspecteurs interviennent sur le terrain de manière inopinée, toujours à 2 inspecteurs à minima. Nous pouvons également intervenir en partenariat avec d'autres acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Police, gendarmerie, inspection du travail, services fiscaux. La durée du contrôle est variable selon les constats réalisés et l'importance des anomalies décelées. Sur place, il s'agit souvent de quelques heures, voire même quelques minutes. En revanche, le travail d'investigation, qui comprend entre autres la collecte et l'analyse d'informations auprès de nos partenaires et des banques, est assez longue. Tout comme la rédaction et l'administratif, car nous sommes tenus par le respect des dispositions légales du Code de la sécurité sociale, du travail et de la procédure pénale. À titre d'exemple, pour un dossier simple, le délai moyen de traitement est de 4 à 5 mois, alors que pour de la PSI, le délai peut être de plus d'1 an, car nous avons besoin de recueillir des informations entre pays, ce qui est assez long. L'inspecteur étant assermenté, les constats sont donc très importants et ils doivent être à même de décrire de façon précise la situation rencontrée. Par exemple, ce que la personne est en train de faire, sa tenue, le matériel utilisé, son emplacement, ses propos. Nos constats peuvent avoir lieu à toute heure et en tout lieu, à l'exception du domicile privé. Ainsi, nous pouvons réaliser des contrôles lors de soirées, par exemple en discothèque ou pour contrôler les agences de sécurité. Ou aussi durant les week-ends pour des entreprises de nettoyage, faire les marchés, les foires ou les salons. Les échanges lors de ce type de contrôle peuvent être parfois tendus, mais il appartient à l'inspecteur de gérer cette tension. Les incidents sont rares, globalement les gens sont respectueux de la mission de contrôle et de l'inspecteur. Il ne faut pas oublier que l'entreprise est tenue de recevoir les agents chargés du contrôle sous peine d'obstacle à contrôle signalé au procureur de la République. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'occasion à mettre en œuvre cette sanction. Donc il faut rappeler que le travail dissimulé est une infraction pénalement sanctionnable. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, par exemple, pour un entrepreneur individuel. C'est pourquoi, à l'issue de nos contrôles, si l'infraction de travail dissimulé est avérée, l'inspecteur LCTI dresse alors un procès-verbal qui est transmis au procureur de la République et au secrétariat CODAF, qui regroupe l'ensemble des administrations luttant contre le travail illégal. Par CODAF, il faut donc entendre le comité opérationnel départemental antifraude. Comme pour le CCA, l'inspecteur procède au chiffrage des cotisations éludées par le biais d'une lettre d'observation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le redressement de cotisation peut être majoré de 25, 40 ou 60% suivant la situation constatée. L'employeur peut également se voir annuler les exonérations de charges sociales dont il aurait pu bénéficier sur la période frauduleuse. Le formalisme et le respect de la procédure est très strict, sous peine de nullité. Donc aussi, nous devons respecter un délai du contradictoire pendant 30 jours où le cotisant a la possibilité de contester les observations de l'inspecteur et porter à notre connaissance de nouveaux éléments probants. Après cette étape, notre dossier est considéré comme clos.
En quelques chiffres, l'équipe lutte contre le travail dissimulé Rhône-Alpes est constituée d'un responsable régional LCTI, le RR LCTI, 4 managers LCTI, 7 assistants, 4 contrôleurs LCTI, 28 inspecteurs, dont 3 experts régionaux, 1 sur tout ce qui est outils, 1 pour tout ce qui est juridique et 1 qui accompagne les équipes CCA lorsqu'ils font de la LCTI. Et on a également 4 élèves inspecteurs LCTI en cours de formation. Sur l'année 2021, en région Rhône-Alpes, nous avons redressé au titre de la lutte contre le travail dissimulé un peu plus de 31 millions d'euros, ce qui représente 4 522 actions de contrôle toutes confondues, dont 4 013 de prévention. L'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement requiert un certain nombre de qualités. Avoir le sens du service public, avoir de l'intérêt pour le monde de l'entreprise, avoir le goût de l'investigation, de l'analyse et des chiffres, être à l'écoute et savoir s'adapter à vos interlocuteurs en faisant preuve de pédagogie, rester discret pour préserver la confidentialité des dossiers traités, s'adapter aux nombreux changements, taille des entreprises, lieux et interlocuteurs variés, exercer son sens de l'organisation et des responsabilités, travailler en autonomie et maîtriser l'outil informatique, bureautique et collaboratif. Le statut de l'inspecteur du recouvrement est caractérisé par un accès au métier conditionné par la réussite à une formation initiale nationale. La fonction est réglementée, l'inspecteur du recouvrement est agréé et assermenté. Son rôle est défini à l'article L243.7 du Code de la sécurité sociale. L'inspecteur est salarié d'un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. L'inspecteur est tenu au secret professionnel et il est doté d'une carte professionnelle nationale. Son environnement de travail est adapté, notamment à la mobilité, puisque l'inspecteur est doté d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Des logiciels support en lien avec le métier sont également mis à disposition et il a accès à un bureau collectif dans les locaux de l'URSSAF. Le métier présente également un certain nombre d'exigences à laquelle l'organisation répond. L'activité de contrôle s'exerce en effet seule au quotidien, en autonomie. Elle nécessite donc un soutien important des collègues et de la hiérarchie et un réel travail de partenariat. La législation, elle, est très évolutive et nécessite des mises à jour régulières de ses connaissances. Pour ce faire, de nombreuses formations à formation sont organisées au niveau régional et national. Enfin, pour les inspecteurs spécialisés en LCTD, des interventions peuvent avoir lieu en dehors des horaires habituels de travail. Un système de compensation horaire et financière est donc prévu dans ce cas. Enfin, devenir inspecteur, c'est aussi travailler pour l'URSSAF. L'URSSAF forme tout au long de la carrière. 80% des salariés suivent au moins une action de formation chaque année. Les mobilités fonctionnelles et géographiques au sein de nos organismes sont encouragées et facilitées, vous apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel. Concernant l'inspecteur, la rémunération brute annuelle débute à 32 000 € sur 14 mois. C'est le salaire d'embauche moyen qui a été constaté. Après plusieurs années d'expérience, vous pourrez évoluer vers un poste inspecteur, CCA ou LCTD, selon votre poste initial, ou devenir manager. Alors, du coup, sur cette partie, sur les métiers d'inspecteur, il me semble qu'on a une question. Je vais laisser plutôt des interlocuteurs côté contrôle répondre. Je lis la question pour tout le monde. L'inspecteur LCTI a des journées types, horaires fixes, charge de travail déterminée en avance. Travaille-t-il le week-end? Alors, l'inspecteur LCTI, oui, il a des horaires assez fixes, horaires de bureau classiques. Sa charge de travail, oui, elle est plus ou moins déterminée à l'avance, c'est en fonction des contrôles qui a lieu sur le terrain. Donc c'est vraiment en fonction de ça et on essaye quand même d'équilibrer la charge au mieux, enfin du moins le plus possible. Et par contre, travaille-t-il le week-end? Donc oui, il peut être amené à travailler le week-end. Alors c'est pas tous les week-ends, je vous rassure tout de suite.
c'est un week-end de temps en temps, peut-être un week-end par trimestre ou un week-end par semestre. C'est vraiment variable en fonction des besoins, mais c'est vrai qu'on se cale sur l'activité des entreprises. Donc c'est pour ça que des fois, il y en a qui sont quand même assez surprises de nous voir, du moins contrôler un restaurant à 22h un vendredi soir. Bah oui, les restaurants, ça ouvre le soir, et ça ouvre les vendredis et les week-ends, donc c'est vrai qu'on se cale sur leur activité. Mais voilà, je vous rassure, on ne travaille pas tous les week-ends et on essaie quand même de faire des roulements entre les inspecteurs qui sont présents sur le site pour pas non plus que ça soit toujours les mêmes et après on s'arrange entre nous, suivant s'il y en a qui ne sont pas disponibles cette fois-ci, c'est pas grave, ils iront une fois prochaine, etc., etc. Et comme on l'a dit aussi dans la présentation, c'est vrai que les travails les soirs et les week-ends donnent lieu à des compensations horaires et aussi de salaire. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Je me permets de juste compléter, même si la question n'a pas été posée, hein, mais je complète aussi par rapport à l'inspecteur CCA, puisque on est globalement sur le même fonctionnement, hein. On a des horaires qui sont liés aux horaires de bureau assez classiques, à la différence des inspecteurs LCTI. On n'est pas amené à travailler les soirs et week-ends. On est sur une activité qui est planifiée à l'avance, avec une charge de travail qui est connue. Voilà, tant que j'ai la parole, je me permets de la garder, puisqu'il y avait aussi une question sur lors de la formation de l'IRCCA, l'élève assiste-t-il au contrôle avec un inspecteur? On se permettra d'y répondre dans un troisième temps, puisque maintenant vous allez avoir un déroulé sur le processus de formation et sur le déroulé de la formation. Donc je me permettrai de revenir sur cette question ultérieurement. Quel est le rayon d'action géographique pour un inspecteur CCA? Je dirais qu'il est sur le territoire métropolitain. Ça a été dit dans la présentation, on contrôle différents segments d'entreprise. Donc je dirais, pour schématiser, que pour ce qui relève des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, on est sur un périmètre au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. Plus particulièrement, il y a des inspecteurs CCA sur chacun des sites de l'URSSAF Rhône-Alpes, et donc on a un périmètre de contrôle qui rayonne autour du site. Je vais prendre un exemple pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret. Me concernant, je suis responsable des sites de Vénissieux et de Vienne, ce qui veut dire qu'on a des inspecteurs qui rayonnent autour de l'agglomération lyonnaise et qui peuvent être amenés à descendre en dessous de la ville de Vienne, sans rentrer trop dans le détail. Ensuite, on a des secteurs géographiques et on essaye d'adapter ces secteurs au lieu de résidence de l'inspecteur et à nos contraintes aussi en planification de contrôle. Au-delà de ça, par contre, il faut avoir en tête qu'on a aussi des missions de contrôle sur des grandes entreprises et très grandes entreprises qui nécessitent des déplacements qui peuvent être plus longs et qui peuvent être sur tout le territoire métropolitain. Donc c'est clairement, je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas j'y réponds, c'est clairement un métier où il y a une nécessité malgré tout de mobilité. On a d'autres questions pour le CCA qu'on va essayer de repartager là à l'oral et apporter quelques éléments de réponse. On a notamment la question, comment sont objectivés les inspecteurs CCA, nombre de contrôles, taux de redressement. On a le rayon d'action géographique, Thomas Ramirez vient d'y répondre. On a une question qui est intéressante aussi à partager, quelle part d'automatisation dans les contrôles CCA? Je vais y revenir. Pour les déplacements, on a répondu. Donc, si vous voulez bien, je vais aborder le sujet de l'automatisation dans les contrôles CCA. Alors, c'est peut-être pas complètement automatisé au sens où on peut l'entendre, en tout cas dans la réalisation. En revanche, on a un certain nombre d'éléments d'information nécessaires au contrôle qui sont rapatriés de manière automatique. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que quand on part en contrôle,
on a un applicatif qui est propre au contrôle avec le dossier de contrôle sur lequel on va pouvoir préparer et retraiter, et c'est retraité avant qu'on les touche, hein, un certain nombre d'informations et de données sociales qu'on va retrouver dans notre logiciel et qui sont présentées de manière à être utilisées en contrôle de cohérence au quotidien. Ça, c'est le premier point. On a des choses aussi qui s'automatisent, en tout cas qui s'enrichissent, mais qui ne sont pas forcément dans l'exercice quotidien du métier d'inspecteur, mais qui sont plutôt dans la planification. On est de plus en plus performant sur le fait d'arriver à croiser des critères de risque pour arriver en fait à mettre une société en contrôle, en disant celle-ci, bon, on a croisé, on a fait du scoring, on a croisé telle et telle donnée, elle ne déclare pas bien, son chiffre d'affaires augmente beaucoup et puis il n'y a pas plus de salariés, ce genre de choses. Elle a eu beaucoup de redressements la fois précédente. Ce sont autant de critères de risque qui sont pris en compte pour déclencher un nouveau contrôle. On a aussi certains logiciels qui nous permettent en fait de faciliter les investigations dans la comptabilité, qui peut être très volumineuse en fonction des sociétés, mais on va dire que rien ne remplacera en réalité votre savoir-faire après formation pour essayer d'orienter en réalité les investigations, leur niveau de finesse. Et puis, ça ne remplacera pas non plus l'analyse juridique. Alors, on est accompagné naturellement, mais en ce qui concerne l'automatisation, on a certes un certain nombre de données qui nous sont mises à disposition, ce qui ne nous affranchira pas de les utiliser en les exploitant. Voilà, donc j'espère avoir répondu, en tout cas pour partie, et bon, en premier niveau, à cette question, parce que ça peut sinon être très technique. On a la question de comment sont objectivés les inspecteurs CCA, nombre de contrôles, taux de redressement. Alors là, je vais peut-être essayer de répondre avec quelques éléments à cette question avec Thomas Ramirez. On a effectivement des objectifs de production. On a aussi des objectifs de performance, sachant qu'ils se traduisent effectivement par un certain nombre d'orientations pour l'inspecteur, donc plutôt des niveaux, on va dire, de performance qui sont des chiffres repères. On travaille une année pleine, eh bien, on va devoir réaliser un certain nombre de contrôles, sachant que ces contrôles, côté CCA, on a ce qu'on appelle un temps prévisionnel de contrôle, qui peut être dépassé s'il y a beaucoup de choses à faire sur le dossier, comme pour la LCTD. Mais on a des chiffres repères qui nous permettent de dire peu ou prou, bon, un inspecteur à temps plein sur une petite société va mettre 1 jour ou 2 jours pour faire le contrôle. Et puis, si ça dure plus, c'est qu'il y a du travail à faire. Donc, en règle générale, vous le verrez très en direct avec vos managers. Et le taux de redressement, effectivement, en tout cas en ce qui concerne l'inspecteur, on a aussi des chiffres repères sur ce qu'on a atteint globalement, soit au national, et j'ai envie de dire plutôt à la région, parce qu'en fonction des secteurs économiques, on retient souvent l'échelle de la région. Et donc, effectivement, ça va être autant, on va dire, 2 points qui nous permettent de savoir effectivement si les détections sont de qualité, si on a besoin d'être formé. Mais effectivement, on va essayer de tendre, bien sûr, aussi vers l'objectif régional qui nous est assigné et qui est un objectif qui est contractualisé avec la Caisse nationale et le directeur de notre URSSAF. Donc, on a effectivement cet effet de déclinaison qui nous conduit, nous, on va dire, à mettre nos jours de travail, à orienter notre activité plutôt vers tel ou tel type de contrôle qu'on va suivre, bien sûr, en cours d'année pour essayer de réajuster et se dire, là, on n'y est pas, il faut mettre un coup de collier supplémentaire. On va plutôt se positionner sur les très grandes entreprises, les plus petites. Enfin, ce sont des exemples, mais effectivement, l'objectif, il est collectif, il est régional, donc il va être décliné individuellement. Mais sachez également que ces objectifs, vous ne pourrez pas tous les porter sur un seul inspecteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous donne beaucoup de très grosses entreprises, forcément, vous allez faire moins de dossiers que quelqu'un qui fait que des TPE, PME. Du coup, c'est quand même assez difficile de comparer, on va dire, ce que fait un inspecteur ou un autre. On va collectivement, en fait, contribuer à atteindre un certain nombre d'objectifs, soit de performance, donc on parle plutôt du taux de redressement, on a une bonne planification, il y a du risque, on l'a détecté, ou bien un certain niveau de production. Et quand on entend production, ça correspond à ce qu'on a un petit peu présenté tout à l'heure, qui est de l'équité de traitement des cotisants. Il faut passer voir un petit peu tout le monde, tout type d'entreprise, et ça correspond à ça, le nombre de contrôles. Et y aller assez souvent pour ne pas laisser effectivement des législations s'appliquer de manière totalement erronée. Donc, j'espère avoir apporté quelques éléments. Thomas, je ne sais pas si tu souhaites compléter de ton côté avec ta vision ce point-là.
Non, c'est très juste ce que tu dis sur l'objectivation, sur le résultat, les suivis statistiques. Après, évidemment, l'évaluation de l'inspecteur, enfin là, on rentre peut-être un petit peu trop dans du détail, mais elle n'est pas que quantitative et il y a aussi une évaluation, bien entendu, même si c'était pas le sens de la question, mais je préfère quand même le dire, qualitative aussi sur justement la qualité des investigations, la capacité de rédaction juridique, etc., etc. Il y a quand même un panel d'activités sur ce métier qui est très large et fort heureusement, on n'évalue pas que les résultats sur les éléments statistiques. Je ne dis pas que c'est ce que tu as voulu dire, Jamila, mais tu as répondu à la question, mais je préfère un petit peu élargir. Tant que j'ai la parole, je poursuis parce qu'il y a d'autres questions que je vois arriver sur ce que j'ai dit par rapport au secteur géographique. Donc je vois deux questions, hein, une première question qui demande si on intervient sur la région auprès de laquelle on a postulé. Oui, confère ce que je dirais tout à l'heure, mais je dirais même encore plus au-delà de la région pour laquelle vous postulez. Aujourd'hui, demain, si vous postulerez pour Rhône-Alpes, mais vous postulerez aussi plus précisément pour un site de rattachement. Et en fonction de ce site de rattachement, il y aura portefeuille d'action qui vous sera attribué sur la zone géographique. Et évidemment, je redis ce que j'ai dit parce que j'ai vu aussi une autre question sur est-ce qu'on peut refuser des contrôles hors région? Non, on ne peut pas refuser de contrôles hors région. Ça fait partie du métier de l'inspecteur. Alors après, pareil, on ne peut pas forcément rentrer dans le détail de nos organisations de services, mais sur le principe, tout inspecteur est réputé pouvoir se rendre ou se déplacer en dehors de la région. En tout cas, ça fait partie de sa lettre de mission. Maintenant, évidemment, certains vont peut-être se déplacer une année, d'autres une autre année. On essaye quand même de varier. C'est pas 100% de notre activité qui se déroule en dehors de la région, mais on peut pas postuler, enfin en tout cas voilà, il faut être clair, si demain vous postulez sur un poste d'inspecteur CCA, encore une fois, vous ne pouvez pas dire non, je ne me déplacerai pas en dehors de la région. Ça fait partie du métier. Peut-être juste Thomas en complément quand même, effectivement, le principe du CCA, c'est du contrôle sur place, hein, je rappelle. Oui, c'est vrai. On est effectivement amené à se déplacer sur d'autres régions. J'ai pas envie de dire souvent, mais régulièrement. Mais ce que je voulais vous dire aussi, peut-être de manière très concrète, plutôt pour me positionner comme un inspecteur, à ce que je suis, c'est qu'on a quand même aussi, souvent, ce sont des grosses sociétés, comme l'expliquait Thomas, donc on a beaucoup de données à analyser, et ça veut dire qu'on va pouvoir quand même rationaliser ces déplacements, et puis tantôt travailler chez soi, on va dire en télétravail ou à l'URSSAF, sur la base des documents qu'on nous a mis à disposition, et puis effectivement quand même rationaliser ce temps de déplacement. Mais il faudra quand même se déplacer, parce que le principe c'est le contrôle sur place et qu'on a parfois besoin d'être face à l'employeur, ou en tout cas de notre interlocuteur. Donc, et en règle générale également, ça se passe plutôt pas trop mal en répartition, mais c'est vrai que c'est les jeux à jouer, et souvent pour des grosses sociétés. Donc on va se déplacer plusieurs fois, et parfois ça peut être un peu long. Il y a une autre question qui est: quelle est l'amplitude horaire du contrôle pour un IRCCA? Ça me permet juste d'évoquer des choses très concrètes qu'on ne peut pas forcément évoquer sur une présentation. On est totalement autonome, hein, quand même, assez grandement autonome sur ce poste de travail. Ça veut dire qu'il faut vraiment planifier son activité sur plusieurs mois. Ça veut dire que vous l'avez anticipé. Donc l'amplitude horaire, vous ne pouvez pas tabler. Un contrôle, il peut être très simple et se terminer, je dis, je sais pas, à 15 heures, on va dire. Et puis un autre, vous allez avoir besoin d'y retourner parce qu'en fait, c'est assez complexe et vous n'avez prévu qu'une journée. Donc l'idée, en réalité, c'est de calibrer votre journée de travail, hein. On a quand même un horaire de travail, hein, on est salarié de droit privé. De calibrer votre journée de travail, hein. Il y a un gros travail de rédaction à fournir derrière la visite sur place. Ça veut dire que de toute façon, l'amplitude horaire, en réalité, elle est assez libre. Si vous avez envie de travailler jusqu'à 19 h, ce qui n'est pas recommandé à l'URSSAF, pardon, Maud Malier, on nous a dit 18 h 30 déconnexion. Mais l'idée, c'est que si vous avez envie de pousser, c'est au moins la liberté, l'avantage de ce métier, un peu, une journée, vous pouvez le faire. Si vous êtes un petit peu empêché une autre journée, peut-être que vous allez plier l'ordinateur plus tôt. Mais à la fin, effectivement, on a besoin que le dossier avance et que les dossiers de contrôle soient produits. C'est quand même important. En revanche, ça nécessite beaucoup d'organisation, parfois d'accepter d'être perturbé aussi dans son organisation.
Ça veut dire qu'il faut se prévoir des temps de travail où on va être en rédaction. Ce temps peut être un peu grignoté parce qu'on n'a pas fini un contrôle. Et c'est souvent l'écueil. En début de carrière, on positionne plein de contrôles sans se laisser de petites journées de battement pour rédiger. Et on se retrouve un petit peu happé et noyé. Mais en tout cas, oui, un avis de contrôle à envoyer 30 jours pour prévenir l'employeur avant la date de la première visite, ça veut dire que 45 jours avant le contrôle, il faut que vous ayez adressé votre avis de contrôle. Alors, pour répondre au dématérialisé, on fait tout maintenant dématérialisé. On a un logiciel qui s'appelle DocaPost. On a une imprimante virtuelle qui nous permet en fait d'adresser les documents à la poste qui va les éditer. Mais cela dit, il faudra vraiment assez grandement anticiper avec les autres missions, qui sont les missions de prévention, parfois de la formation. Enfin, ça demande quand même une organisation assez solide. C'est une vraie qualité à avoir, sinon on est vite perdu. Alors du coup, je vais prendre le relais pour la LCTI concernant les déplacements hors région. Où en fait, on a une question. La question est donc de savoir si le déplacement hors région est obligatoire pour l'inspecteur LCTD. Donc c'est même, je vais fournir la même réponse que pour le CCA. C'est vrai qu'on peut être amené à faire des contrôles sur tout le territoire, même si je vais quand même nuancer le principe, c'est-à-dire qu'on raisonne quand même beaucoup en local, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller se permettre d'aller faire des contrôles au fin fond de la Bretagne, même si j'ai rien contre les Bretons. On a quand même assez de boulot à faire juste en bas de notre URSSAF ou juste dans notre département. Donc c'est vrai qu'on essaye de raisonner vraiment en mode local, mais il n'est pas exclu que des fois, pour des dossiers à très 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 fort enjeu, on puisse être amené à se déplacer sur d'autres régions pour auditionner un salarié ou auditionner un dirigeant. Ça, c'est vrai que c'est pas exclu, mais c'est pas la norme. C'est vrai qu'en LCTI, on raisonne beaucoup en territoire local, donc surtout départemental. Par contre, c'est vrai qu'après, on peut être amené sur des opérations dites régionales, par exemple, je ne sais pas moi, pour un inspecteur LCTI de l'Isère, d'aller faire un contrôle sur la Loire, par exemple, parce que nos collègues de la Loire organisent un contrôle où ils ont besoin de renfort, parce que c'est un contrôle assez important. Donc du coup, on va les prêter main forte auprès des collègues pour aller les aider sur ce contrôle-là. Donc il doit y avoir peut-être 4 ou 5 opérations régionales sur l'année, où là, c'est vrai que c'est juste de la coopération et juste de l'entraide entre collègues qui ont besoin. Donc voilà, espérons avoir répondu à votre question. Une autre petite question, les IRCCA travaillent-ils les week-ends? Pas à ma connaissance, sauf s'ils devaient faire une action en renfort de la LCTD. Et une autre petite question qui est plutôt l'environnement de travail, le poste de travail, le véhicule peut-il être utilisé à titre privé? La réponse est oui, mais vous avez le choix, hein. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'utiliser le véhicule à titre privé ou limiter votre usage à des fins strictement professionnelles. Donc ça, ce sera une option. Et puis après, les modalités un peu administratives, techniques, on va vous les passer pour aujourd'hui. Est-ce qu'on doit prévoir une place de parking supplémentaire en plus de son véhicule personnel devant chez soi? Je ne crois pas que ça ait été demandé pour l'heure. Je sais, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'espère là également répondre à la question, mais on met à disposition un véhicule parce qu'on en a besoin professionnellement et on peut effectivement, moyennant une participation, l'utiliser à des fins personnelles, sachant que c'est limité, hein, pour être très clair avec vous, à 15 000 km par an effectués à titre privé. Voilà, et j'espère avoir répondu à la question. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. On a essayé de répondre à chacune d'entre elles, sauf celles qui ont été différées à un autre moment de la présentation. Donc, on vous propose de reprendre les présentations. Il y a encore une dernière question. Ah, une petite, je ne l'ai pas vue alors. C'est pour le CCA, c'est pour savoir si l'inspecteur CCA en début de carrière, il est accompagné par des collègues plus expérimentés. Bon, alors on va anticiper, on va un peu déflorer le sujet suivant, parce que ça fait aussi partie un petit peu de la formation et du début de carrière qui est accompagné. Mais oui, on ne va pas vous laisser tout seul démarrer. La formation est en alternance, mais pour ceux qui sont documentés, je pense que vous ne l'ignorez pas. Et donc, effectivement, on aura de l'accompagnement de prévu, de la montée en charge sur des typologies spécifiques de contrôle sur le terrain, après formation. Et puis, il y a quand même l'intérêt de ce travail, c'est quand même une belle solidarité pour des gens qui travaillent chacun de leur côté tout seuls.
vous allez vous tisser quand même un tissu de collègues assez solide et les questions, elles s'échangent et on essaie d'y répondre les uns les autres. Mais en tout cas, vous avez quand même une équipe qui est plutôt soudée et qui s'entraide. Voilà. Je pense que c'était la dernière question. Ouais. Si Ouais, on je peut crois que c'est poursuivre bon. sur la présentation. Nous allons aborder les parties du webinaire consacrées aux modalités et étapes du processus de sélection ainsi qu'à la formation. La campagne de recrutement 2022 vise à pourvoir 96 postes au sein du réseau des URSSAF, dont 19 au niveau de la région Rhône-Alpes. Nous recherchons en effet 16 inspecteurs du recouvrement profil CCA, c'est-à-dire le contrôle comptable d'assiette, sur nos sites de Bourg-en-Bresse, Privas, Grenoble, Saint-Étienne, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, Chambéry et Annecy. Et 3 inspecteurs au profil LCTD, lutte contre le travail dissimulé, sur nos sites de Vénissieux et Saint-Étienne. Pour candidater, vous devez disposer soit d'une formation Bac+3 ou 4 dans les domaines de la comptabilité, de l'administration et la gestion des entreprises, du droit ou des ressources humaines, soit disposer d'un Bac+5, tout type de filière. Si vous êtes un candidat interne à l'institution de sécurité sociale, vous n'êtes soumis à aucune condition de diplôme. En complément des conditions de diplôme, d'autres conditions dites administratives sont nécessaires pour faire acte de candidature. Il convient en effet d'avoir un casier judiciaire vierge et d'être titulaire du permis de conduire en cours de validité en France. Si vous êtes déjà interne à l'institution de sécurité sociale, il convient également d'obtenir l'accord de la direction de votre organisme de rattachement. Par la signature de cette autorisation, la direction de votre organisme s'engage, en cas de sélection, à vous autoriser à participer à la formation. Si vous remplissez toutes les conditions précédemment détaillées, vous allez pouvoir déposer votre dossier de candidature. Pour cela, rendez-vous sur le site www.lasecurecrute.fr et créez votre espace candidat en remplissant tous les champs du formulaire et en précisant une adresse mail, de préférence personnelle plutôt que professionnelle, pour que vous puissiez être contacté même en cas d'absence. Une fois votre espace candidat créé, recherchez et sélectionnez l'annonce de l'URSSAF Rhône-Alpes sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Puis cliquez sur « Postuler ». J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 annonces distinctes publiées par l'URSSAF Rhône-Alpes, une pour inspecteur profil CCA et une pour inspecteur profil LCTD. Choisissez bien la bonne annonce. Vous compléterez ensuite un questionnaire et serez invité à joindre les documents attendus, à savoir votre CV, votre lettre de motivation, l'extrait de casier judiciaire, la copie de votre permis de conduire et la copie de votre diplôme. Enfin, si vous êtes interne à l'institution, vous devrez joindre également votre autorisation de direction. Une fois que vous avez joint tous les éléments, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous souhaitez être candidat dans plusieurs régions, il est important de ne remplir qu'un seul dossier de candidature en cliquant sur l'offre d'emploi diffusée par la région qui correspond à votre premier choix. À la clôture de la période de candidature, c'est-à-dire le 30 septembre 2022, nous étudierons les candidatures qui seront recevables sur critères administratifs. Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à passer les tests d'aptitude cognitive et bureautique à une date et un créneau horaire qui leur seront précisés début octobre. Les tests se tiendront en distanciel depuis n'importe quel poste informatique avec un accès Internet la semaine du 10 octobre. La durée de passation est d'environ 1 heure pour chaque test, soit 2 heures environ au total. Via ces tests, nous visons à évaluer le raisonnement logique, le raisonnement numérique ainsi que les aptitudes pour la manipulation d'Excel. Si les résultats obtenus au test sont suffisants, le candidat sera convoqué pour une session d'évaluation individuelle qui durera environ 3 heures et qui aura lieu courant novembre. Si les résultats de la session d'évaluation individuelle sont positifs, le candidat est reçu en entretien de motivation au plus tard le 2 décembre. Les décisions finales devraient être connues et publiées au plus tard la semaine du 5 décembre 2022. Le métier d'inspecteur du recouvrement implique de suivre une formation. Il s'agit d'une formation certifiante équivalent à un Master 2.
qui sera suivi pour la 57e promotion à compter de janvier 2023 et qui est un prérequis indispensable pour exercer le métier. Une fois la formation validée, l'inspecteur est agréé et prête serment devant le tribunal judiciaire. Tout au long de la formation, les stagiaires seront formés à un certain nombre de thématiques, notamment les législations applicables, la comptabilité, les normes professionnelles, les outils ou encore la posture de communication avec les différents interlocuteurs. La formation a une durée allant de 16 à 19 mois selon la spécialité visée. Pour la lutte contre le travail dissimulé, c'est en effet 16 mois et pour le contrôle comptable d'assiette, c'est 19 mois. Une fois sélectionné, vous serez embauché selon votre situation, soit en CDI, soit en contrat de professionnalisation pour débuter votre formation. La formation va s'articuler autour de phases théoriques en centre de formation pour à peu près 40% du temps et de phases terrain qui vous permettent une application de la théorie pour à peu près 60% du temps. Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire bénéficie d'une rémunération annuelle brute sur 14 mois d'environ 24 000 €. Il bénéficie également du remboursement des frais qu'il engage, notamment pour ses déplacements et son hébergement lors des phases en centre de formation. La formation est découpée en plusieurs phases avec une partie commune aux deux spécificités, CCA et LCTD. Les parties théoriques sont dispensées soit en centre de formation, soit en distanciel et sont complétées par des mises en situation professionnelle et des stages qui se déroulent au sein de l'URSSAF ou en entreprise. La formation est souhaitée dynamique pour favoriser une bonne appropriation de l'ensemble du périmètre couvert par le métier. Les stagiaires contribuent ainsi sur des projets collectifs de mise en situation professionnelle. Ils assistent à des présentations par des partenaires extérieurs à l'URSSAF et participent à des séminaires nationaux sur des thématiques spécifiques. Tout au long de la formation, le stagiaire est accompagné et suivi par un tuteur, son manager et des acteurs référents au sein du centre de formation. À l'appui de cet accompagnement et pour s'assurer de la bonne progression, les différents intervenants utilisent un carnet de suivi des compétences. La direction de l'organisme assure également un suivi de la montée en compétences, rend un avis suite à chaque phase et émet un avis final de présentation au nom du stagiaire à la certification. La certification intervient en fin de formation pour valider le parcours du stagiaire. Cette certification correspond à une présentation de réalisation probante devant un jury composé d'acteurs neutres et non en lien avec le stagiaire. Nous allons prendre un temps pour répondre à vos questions sur les... Alors, du coup, on a un certain nombre de questions sur le sujet du recrutement et de la formation. Je vais remonter un petit peu dans le fil des échanges parce qu'il y avait des questions qui étaient intervenues en amont. Il faut juste que je retombe dessus. Donc, on avait une première question qui était sur le déroulé de la session d'évaluation individuelle. Donc, c'est une étape du processus de sélection qui, comme vous l'aurez compris, intervient suite à la sélection du candidat sur dossier, donc CV, lettre de motivation, suite à la passation des tests d'aptitude cognitive et en fonction des résultats, si les résultats obtenus sont satisfaisants, le candidat est convoqué pour une session d'évaluation individuelle. Cette session d'évaluation individuelle consiste en un inventaire de personnalité. Donc, c'est un test de personnalité que le candidat est invité à compléter en amont du jour de sa session d'évaluation individuelle. Et ensuite, le contenu de la session d'évaluation individuelle, c'est un cas pratique qui peut donner lieu à une production d'un écrit, à une production, à une mise en situation professionnelle via ce qu'on appelle des jeux de rôle. C'est-à-dire que vous aurez un interlocuteur qui vous donnera la réplique sur un sujet et un débrief avec le consultant RH en charge de la session d'évaluation individuelle pour aborder à la fois les différents exercices que vous avez réalisés, mais aussi revenir sur l'inventaire de personnalité.
Ça, c'était la première question qu'on avait eue. Je rebalaye parce que... Après, il y avait une question sur comment se préparer au test de sélection. Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent sur les tests d'aptitude. Donc, les tests d'aptitude cognitive, c'est des tests assez classiques qui visent des compétences en raisonnement, enfin des aptitudes en raisonnement logique, en raisonnement verbal, en raisonnement numérique et des tests bureautiques. Pour se préparer, vous pouvez trouver des tests un peu type sur Internet, gratuits. Certains sont gratuits, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe. En tout cas, j'attire votre attention parce que visiblement, il y a des informations erronées qui circulent sur certains sites, comme quoi il existerait des tests payants qui ont été validés par l'URSSAF et spécifiques pour les recrutements d'inspecteurs du recouvrement. Il n'y a aucun test payant, aucun organisme en tout cas qui est agréé par l'URSSAF pour préparer aux tests d'aptitude sur les processus de sélection des inspecteurs. Donc, si vous souhaitez payer des tests, vous pouvez, mais en tout cas, ce n'est pas des organismes qui ont été agréés par l'URSSAF pour préparer le recrutement sur les postes d'inspecteurs. Après, il y avait une autre question, c'était sur l'accord de direction, pour savoir si l'accord de la direction était facilement obtenu, compte tenu du fait que c'est l'organisme du candidat qui finance cette formation et les frais y afférents. Alors, l'autorisation de direction concerne effectivement les candidats internes à l'institution. Donc, tout candidat interne à l'institution, pour candidater, doit disposer d'une autorisation signée par la direction de son organisme qui l'autorise, s'il est retenu, à participer à la formation. Si vous candidatez auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes et que vous êtes externe d'un autre organisme de sécurité sociale, hors URSSAF Rhône-Alpes, vous allez avoir besoin de l'autorisation de votre direction parce que pendant toute la durée de la formation, vous restez rattaché à votre organisme d'origine et c'est effectivement votre organisme d'origine qui finance la formation et les frais de déplacement. Pour ce qui concerne la formation, les frais pédagogiques, le reste à charge pour l'organisme est quasi nul. Donc les frais engagés par votre organisme d'origine concernent davantage des frais de déplacement que des frais pédagogiques. Alors, toujours sur l'autorisation, mais là, tu as répondu par écrit pour savoir si l'autorisation de direction était obligatoire. Oui, elle est obligatoire, même pour les candidats internes à l'institution. Donc ça, c'était bon. Alors, je vais juste préciser par rapport à la réponse écrite que j'ai apportée. Effectivement, pour un candidat qui serait déjà de l'URSSAF Rhône-Alpes et qui souhaiterait candidater, l'autorisation de direction est obligatoire. Par contre, c'est une information qu'on a donnée du coup en interne au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. On vous demande de ne pas solliciter individuellement la direction de l'URSSAF pour obtenir vos autorisations de direction. Nous les centralisons au niveau de la fonction RH et nous vous les mettrons à disposition dès que nous les aurons fait signer par la direction régionale. Ok. Ensuite, pour les candidats internes, la lettre de motivation doit contenir notre compréhension du métier en plus de la motivation et d'informations pratiques. Peut-elle faire plus d'une page ? Question pratique. Alors, la lettre de motivation, c'est comme pour tout processus de recrutement, c'est-à-dire que c'est une lettre de motivation classique qui contient bien évidemment la motivation du candidat, la projection sur le poste également, la compréhension du poste. Évitez, comme pour tout processus de recrutement, de faire des lettres de motivation qui font 3-4 pages. Essayez d'être synthétique, mais de mettre en évidence vraiment votre motivation et votre compréhension du poste et ce que vous pourriez apporter sur le poste. Elle peut faire plus d'une page, bien sûr, mais gardez en tête que ça doit quand même être, comme pour tout processus de recrutement, un document plutôt synthétique. Alors, il est indiqué aussi des informations pratiques. Je ne sais pas exactement ce que ça recouvrait. Nous, ce qu'on attend aussi dans la lettre de motivation, comme on ouvre des postes d'inspecteurs, que ce soit côté LCTD ou côté CCA, sur différents sites de la région, précisez bien les sites sur lesquels vous êtes mobile, en les priorisant si possible. Alors, justement, on a une question géographie, avec où se situent vos centres de formation ? Alors, c'est une bonne question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre.
En fait, on n'a plus, comme on avait à une époque des centres de formation, les formations sont dispensées au sein des organismes, mais pas forcément de l'organisme de rattachement du collaborateur, puisqu'on organise des promotions et que tant qu'on n'a pas finalisé le processus de sélection sur la 57e promotion, on n'est pas en capacité de vous indiquer où auront lieu les formations. Je donne un exemple. Si en Rhône-Alpes, on recrute un seul inspecteur CCA et que l'URSSAF PACA, l'URSSAF Languedoc recrute à L2 15 inspecteurs CCA, la formation des inspecteurs CCA n'aura pas lieu en Rhône-Alpes, mais elle aura lieu au plus proche de la majorité des candidats. En général, on essaye de faire en sorte qu'on regroupe en fait les inspecteurs de différentes régions et on essaie de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre le nombre de candidats issus de chaque région et le lieu de la formation. Maud, je me permets d'intervenir, ça me permet de recouper avec une question qui a été posée un petit peu plus haut sur la fréquence de la formation en alternance pour l'inspecteur CCA. On y a un peu répondu, je pense, via le webinaire, enfin la présentation du diaporama. Hein, vous avez retenu, c'est une formation de 18 mois pour l'inspecteur 19 mois pardon, pour l'inspecteur CCA, 40% de phase théorique. Donc ce que dit Maud est vrai pour la phase théorique, hein, c'est pour ça que je me permettais de faire le lien. Ensuite, concernant la phase, je dirais, terrain, ou en tout cas l'alternance en organisme, elle se déroule évidemment sur votre site de rattachement, avec les contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure sur le déplacement en entreprise et les contrôles sur place. Et ça me permet aussi de reboucler sur une autre question qui avait été posée un petit peu plus tôt. Lors de la formation IRCCA, l'élève assiste-t-il au contrôle avec un inspecteur? Oui, bien entendu. C'est ce qu'on appelle la phase terrain. L'inspecteur se voit confier un tuteur, un inspecteur du recouvrement tuteur, ainsi que un voire plusieurs moniteurs qui l'accompagnent systématiquement en contrôle. Évidemment, on l'a pas dit, hein, mais on est sur des métiers, si on l'a dit, c'est un métier qui avec une formation qualifiante et certifiante, mais au-delà de ça, si vous réussissez la formation, vous serez assermenté, vous prêterez serment, et avant cette prestation de serment, il n'est pas question que vous soyez en situation de faire des contrôles seul en entreprise. Donc durant toute la période de formation de l'alternance, vous serez accompagné d'un tuteur et ou de moniteurs en contrôle. Alors, je vais compléter ce que dit Thomas pour la LCTI, c'est la même chose, hein, c'est le même dispositif. La formation, c'est de l'alternance, donc il y a des phases en effet en institut de formation et il y a des phases terrain où là, voilà, vous voyez comment se passe un contrôle, les tenants, les aboutissants, enfin voilà, vous êtes considéré comme un véritable inspecteur, donc c'est vraiment terrain. Et par rapport à ce qu'a dit Thomas, une fois que vous avez été certifié, que vous avez prêté serment, c'est pareil, on ne vous lâche pas dans la nature, hein. Vous avez toujours vos tuteurs et moniteurs qui sont là pour vous donner un coup de main. Il y a aussi les autres collègues qui sont là aussi pour vous épauler. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'en plus en LCTI, on ne va jamais tout seul en contrôle, donc vous êtes toujours accompagné. Donc voilà, vous n'êtes vraiment pas lâché, même si vous sortez juste de formation, vous inquiétez pas là-dessus. Ce qui est vrai, je me permets du coup, parce qu'effectivement, c'est aussi une question qui est arrivée un petit peu plus loin sur le fait qu'on soit accompagné par des collègues plus expérimentés. Évidemment, c'est aussi le cas en CCA. Après, comme l'a très justement indiqué Jamila un petit peu plus tôt dans la présentation, le métier d'inspecteur CCA est un métier qui requiert une très grande autonomie. Jamila a évoqué la gestion de l'activité, de son planning au début, normalement, notamment de sa prise de fonction. Donc, ça nécessite un accompagnement particulier, mais voilà, vous commencez à voir poindre aussi des distinctions entre l'inspecteur CCA et l'inspecteur LCTD, ça en fait partie, en dehors de contrôles conséquents sur des grandes et très grandes entreprises où on peut être amené à travailler en binôme, voire plus. La majorité du temps, l'inspecteur CCA, une fois qu'il est confirmé dans son poste, il est en autonomie et souvent seul sur son activité au sein d'une équipe, bien entendu.
Alors ça Alors, n'engage peut-être pardon. que nous en complément, pardon, Vas-y. Lauriane, mais sachez quand même qu'effectivement, on est en autonomie. On parle beaucoup des grosses entreprises, hein, pour lesquelles effectivement, on n'y va pas forcément seul, on accompagne la montée en compétences et puis il y a beaucoup de volume. Mais sachez quand même que, enfin, en tout cas en Rhône-Alpes, hein, il y a quand même un certain nombre de souplesses et d'accompagnement. Je pense notamment aux législations spécifiques qui ne sont pas forcément des grosses entreprises. Quand on sait faire, on peut faire tout seul. En revanche, si c'est des choses très particulières, par exemple, je pense au transport, avec une législation très spécifique. Et c'est pour cela, pour ceux, hein, qui postuleront et qui finaliseront par la réussite une formation, manifestez-vous, c'est-à-dire que sur demande, on peut tout à fait dire, bah voilà, aller voir son manager, moi j'aimerais bien monter en compétence sur cette thématique-là, et du coup là, je ne souhaiterais pas y aller tout seul. Donc on va essayer de trouver effectivement des binômes avec des gens plus expérimentés et très pointus peut-être sur un type de législation, et vous montrer en compétence accompagné, même si effectivement le reste du temps vous êtes autonome, certifié, en poste. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de dispositifs d'accompagnement assez informels, mais qui permettent de ne pas être seul face à la nouveauté. Alors, Bon, on a du coup, d'autres Maud, il y a plein de questions. questions, il y a plein de questions pour toi. Alors, par exemple, Ouais, on a à quoi correspond le protocole d'évaluation du potentiel et avez-vous un centre de formation commun? Bon, ça, on a déjà répondu sur le centre de Alors, du coup, formation. effectivement, il y a pas mal de questions qui reviennent sur le centre de formation. Je vais déjà regrouper celles-là. On a déjà répondu précédemment sur le centre de formation pour les phases théoriques. On n'a pour le moment pas l'information, puisque ça dépendra de la composition des promotions. Par contre, comme l'ont précisé Thomas et Lauriane, quand c'est des phases terrain, c'est au sein de l'organisme qui vous a recruté et en lien avec le site sur lequel vous avez été recruté. Donc ça, pour le centre de formation, on n'a pas l'information pour le moment, on la communiquera dès qu'on l'aura, mais il y a de grandes chances que l'information, on ne l'ait pas avant le mois de décembre. Donc ensuite, il y a des questions. Il y a effectivement une question sur le protocole d'évaluation du potentiel. Donc je suppose que ça correspond à la session d'évaluation individuelle, qu'on appelle aussi assessment. Donc on y a répondu aussi précédemment. La session d'évaluation individuelle, c'est un inventaire de personnalité, un cas pratique, des jeux de rôle. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur comment se préparer à la session d'évaluation individuelle. Il n'y a pas de préparation à avoir sur une session d'évaluation individuelle. Un assessment, c'est une mise en situation professionnelle. On vous donne un contexte professionnel et on vous demande de vous comporter et de réagir de la manière la plus professionnelle possible, c'est-à-dire de vous mettre en situation professionnelle comme vous le feriez si vous étiez sur un poste, sur le poste qu'on vous décrit dans le cas pratique qui vous est proposé. Et il faut réagir de la manière dont vous réagirez en contexte professionnel. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de questions techniques sur des aptitudes pour le poste d'inspecteur, par exemple. Donc, rien à réviser. Venez avec votre professionnalisme, on va dire. Et c'est exactement ce qu'on évalue, nous, en session d'évaluation individuelle, c'est la manière dont la personne réagit. Ok, alors autre question, comment se compose le package de rémunération? Salaire, prime, intéressement, participation éventuelle? Et est-ce que la rémunération lors de l'entrée en fonction définitive, est-ce qu'elle est négociable en fonction de l'expérience? Alors, la rémunération, il y a deux temps au niveau de la rémunération et selon la situation, ça peut changer. Pendant toute la durée de la formation, comme c'est indiqué dans toutes les offres d'emploi qu'on a diffusées, pendant toute la durée de la formation, le collaborateur est, soit si c'est un interne à l'institution, sa rémunération actuelle est maintenue pendant toute la durée de la formation, soit si c'est un collaborateur externe qu'on embauche pour intégrer la formation, il a une rémunération annuelle brute qui est d'à peu près 24 KE. À l'issue de la certification, la rémunération évolue puisque les inspecteurs du recouvrement, une fois certifiés, basculent sur un niveau de notre classification des employés cadres qui correspond au niveau 6. Et donc, il y a une rémunération annuelle brute de 32 KE. À peu près, hein, c'est un peu plus, mais c'est à peu près 32 KE. Cette rémunération, elle est sur 14 mois. Elle ne comprend pas l'intéressement. L'intéressement vient en plus. Il est autour de 800 € par an. On n'a pas de participation. Je relis la question en même temps et il n'y a pas de prime supplémentaire.
Et la rémunération, une fois certifiée, n'est pas négociable. En fait, vous partez en formation pour apprendre un métier. Le métier d'inspecteur du recouvrement, vous ne pouvez pas l'apprendre ailleurs. Donc, on vous forme pour exercer cet emploi d'inspecteur. Et à l'issue de la certification, tous les agents qui obtiennent, tous les candidats qui ont obtenu cette certification partent sur la même base. Alors, je vais permettre de compléter pour éclairer peut-être une légende, mais les inspecteurs n'ont pas un pourcentage sur les montants de redressement qu'ils font. On sait jamais, des fois c'est un truc qui vient à nos oreilles. Non, le salaire il est fixe et on n'a pas de prime en fonction du montant du redressement qu'on fait, que ça soit fraude ou pas fraude. Je me permets juste de préciser. Et toujours sur une question sur le salaire, notamment pour les internes. Donc, si nous travaillons déjà au sein de l'institution, est-ce que notre rémunération est maintenue? Donc, effectivement, c'est ce que je précisais. Pendant toute la durée de la formation, les personnes qui sont déjà internes à l'institution bénéficient du maintien de leur rémunération. Et une fois certifiées, il y a une bascule sur le niveau 6 de la classification et donc avec le système conventionnel de bascule d'un niveau à l'autre et de promotion qui est présent dans notre convention collective. Alors, sur l'assessment, alors là, c'est une question peut-être assez perso, mais j'ai échoué au test d'aptitude l'année dernière, puis-je postuler cette année? C'est une question qui revient assez souvent. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, parce qu'il y a plusieurs étapes, et selon l'étape sur laquelle le candidat a échoué l'année précédente, la réponse va différer. Donc, on a une première étape qui va être la sélection sur dossier. Si vous êtes retenu sur dossier, donc CV lettre de motivation, vous êtes invité à passer des tests d'aptitude. Les tests d'aptitude, ils ne sont valables que pour l'année sur laquelle vous les avez passés. Donc, si vous avez échoué l'année dernière, donc sur la 56e promotion au test d'aptitude cognitive, vous pouvez repostuler cette année, puisqu'ils n'étaient valables que pour la 56e promotion. Donc, vous pouvez tout à fait recandidater. Si vous aviez échoué à l'étape de session d'évaluation individuelle, qui est l'étape d'assessment qui arrive après les tests d'aptitude, si vous avez eu un avis défavorable sur l'assessment, l'avis est valable 2 ans, c'est-à-dire qu'il est valable sur la promotion sur laquelle vous avez candidaté et la promotion suivante. Donc, si vous avez échoué à l'assessment ou session d'évaluation individuelle sur la 56e promo, vous ne pourrez pas candidater sur la 57e promotion. Il faudra attendre la 58e. Alors après, il y avait une question, mais tu y avais déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'était comment peut-on se former à la session d'évaluation individuelle? Pouvez-vous nous donner des pistes? Donc ça, tout à l'heure, il me semble que tu as déjà répondu. Oui, j'ai déjà répondu. Effectivement, il n'y a pas de formation ou de préparation à la session d'évaluation individuelle. C'est un cadre professionnel qui vous est donné et aucune connaissance technique à avoir. Alors, autre question sur le niveau. Si nous n'avons pas de bac plus 3, 4, peut-on quand même postuler si nous avons une expérience en entreprise, notamment en comptabilité RH, de plus de 20 ans? Alors, c'est une nouveauté cette année qui a été mise en place sur le processus de recrutement des inspecteurs. Le recrutement se fait à bac plus 3. Et donc, on ne peut pas compenser l'absence d'un bac plus 3 avec une expérience professionnelle. Alors, Maud, je pense que la question, elle est probablement liée au fait qu'à un moment, on a parlé de soit on a un bac plus 3 spécialisé compta ou paye, soit on a un bac plus 5 qui serait sur une autre discipline. Donc là, on est à cheval entre les deux. La personne évoque quand même plutôt être à niveau bac plus 3, 4, plus une expérience professionnelle probante. En fait, c'est soit on a un bac plus 3 sur les domaines qu'on avait indiqués, compta, gestion d'administration, RH, droit. Soit on a un bac plus 5, et si on a un bac plus 5, c'est toute filière confondue. Entendu. L'expérience professionnelle ne rentre pas en ligne de compte. Après, si vous êtes interne à l'institution, il n'y a pas de condition de diplôme ou d'expérience professionnelle. C'est très clair, merci. Alors Maud, par rapport à ce à quoi tu as répondu par rapport au test, donc je pense que c'est la même personne qui te répond. Donc en fait, aujourd'hui, vous me dites qu'un agent qui n'a pas réussi les tests d'aptitude l'année dernière peut se présenter et un agent qui a réussi les tests d'aptitude mais pas l'assessment ne le peut pas. Oui.
Ok. C'est exactement ça. L'assessment, en fait, il vise, on évalue lors de l'assessment la manière de réagir de la personne en contexte professionnel, le savoir-être, la capacité à réagir, et on considère qu'il faut au moins 2 ans pour progresser sur les points qui ont été mis en avant sur un assessment défavorable. Sur des tests d'aptitude, on peut considérer que la personne a pu être déstabilisée parce que les tests d'aptitude, c'est quand même assez particulier, c'est chronométré et les gens peuvent ne pas forcément avoir l'habitude, et on peut considérer qu'en 1 an, en s'exerçant, la personne peut progresser sur ces tests-là. On avait toujours une question sur le centre de formation, mais ça, c'est évacué, c'est bon. Ensuite, toujours sur les tests. Donc, sans dévoiler le contenu des tests de personnalité, pouvez-vous nous indiquer le profil type recherché ou privilégié pour le poste d'IRCCA? Alors, on a un petit peu répondu lors des présentations sur les profils attendus. Je vais juste faire un petit rappel sur les tests de personnalité, et puis après je laisserai les acteurs côté contrôle compléter sur les profils que l'on recherche, enfin en tout cas les profils un peu attendus et sur ces métiers-là. Le test de personnalité, il ne faut pas chercher à répondre pour satisfaire un recruteur. C'est vraiment répondre spontanément. On demande aux gens sur un inventaire de personnalité de répondre spontanément, sans trop réfléchir, sans chercher à influencer le test. Si vous cherchez à influencer un test de personnalité, en général, ça se voit. Donc, les résultats sont peu cohérents et ça ressort dans l'évaluation qu'on fait derrière. Donc, moi, je vous invite vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur un inventaire de personnalité. Il y a votre personnalité qui est composée de plusieurs ensembles, et c'est la combinaison de tous ces éléments-là, plus toutes les évaluations qu'on fera, qui feront qu'on vous retiendra ou non sur le poste d'inspecteur. Et du coup, je laisse Jamila ou Thomas. Oui, je vais juste compléter. C'est vrai que c'était la partie de la présentation que j'avais assurée, notamment sur les qualités requises. Donc, on a quand même effectivement, vous l'avez compris, un travail qui est relativement en autonomie. On est quand même seul face aux employeurs. Donc, au-delà du bagage théorique, de bonnes connaissances juridiques, éventuellement quand même un bon socle comptable, une méthode que vous allez acquérir, puisque la formation est en alternance et elle répond à cela, et elle est suffisamment longue pour que vous ayez les compétences. En revanche, c'est vrai que c'est aussi un métier de contact, c'est un métier sur lequel il faut faire des contacts très différents souvent, donc il faut aussi être assez adaptable. J'ai envie de dire qu'effectivement, cette notion de secret professionnel et de réserve, elle est aussi importante, et j'ai envie de dire de manière très concrète, dans le métier, même quand on est très chaleureux et très facile dans le contact, il faut maintenir une certaine réserve, parce que on va arriver dans des situations aussi face à des employeurs qui peuvent être en difficulté financière. On va peut-être être amené en conclusion à annoncer de gros montants de redressement. Donc, on est quand même sur une relation professionnelle qui nécessite toujours cette retenue, quand bien même les échanges sont de très grande qualité. Et j'ai envie de dire qu'on se lâchera plutôt quand on sera entre nous en interne au sein de notre organisme, où là, on est plus sur des relations où on est un peu plus détendu, mais il faut garder cette réserve-là. L'appétence aux données chiffrées, quand même, à avoir un minimum en bureautique, en Excel, elle devient quand même assez importante, parce que c'est un métier où on manipule beaucoup de chiffres, où on fait des calculs. J'ai envie de dire que les qualités rédactionnelles ne sont pas superflues. Voilà, mais il faut aussi être capable de prendre des décisions. Je pense que ça, on ne le dit pas assez. On est sur une situation, on constate, bien sûr, on a des managers, on peut prendre l'avis, etc. Mais c'est aussi un métier où il faut décider de ce qu'on fait face à une irrégularité, face à une anomalie, les suites à donner, le niveau de vérification, quand est-ce qu'on est sûr qu'on a bien circonscrit la situation, quand est-ce qu'on ne l'est pas. C'est un métier aussi, effectivement, où on décide. Donc, pour le profil, c'est un peu celui qu'on attend quand même. C'est en même temps être autonome, en même temps, on est quand même dans un collectif. Donc, on le dit souvent en plaisantant, mais on n'est pas travailleur indépendant. On travaille avec des objectifs communs, c'est quand même mieux de le redire. On ne contribue pas tous de la même façon, mais on est quand même au sein d'une stratégie plus globale. En revanche, effectivement, on travaille quand même beaucoup en solo.
Donc, pour ceux qui ne supportent pas de travailler tout seuls, qui pensent qu'ils vont faire tout leur contrôle à deux, ce n'est pas forcément ça la réalité, hein. C'est plutôt, on est quelquefois à deux, on est en collectif pour réfléchir, pour se questionner sur les méthodes de travail. On est bien sûr quelquefois sur du travail collaboratif, mais on est aussi quand même assez souvent responsable et complètement responsable de l'exercice de la fonction face à des employeurs. Je pense que, voilà, en termes de profil, c'est aussi peut-être des natures au-delà de compétences. C'est une nature. J'aime travailler plutôt en équipe, toujours en équipe. J'aime aussi travailler seul où j'en suis capable, ça ne me dérange pas. C'est important de s'en souvenir. Merci Jamila pour ces compléments. On a encore beaucoup de questions. Il y a une question notamment sur est-ce que la formation théorique peut se faire en distanciel. Donc, on n'a pas les modalités encore d'organisation de la formation théorique, mais l'idée, c'est quand même de créer un collectif au niveau des promotions d'inspecteurs. Et donc, il y aura forcément des parties, même s'il y a quelques parties qui peuvent être en distanciel, il y aura des parties en présentiel également. Il y avait une question aussi, puis-je candidater CCA et LCTD? Oui, vous pouvez candidater sur les deux. Il y a 2 offres qui sont diffusées au niveau de l'URSSAF Rhône-Alpes, donc candidater sur les deux. Par contre, vous l'avez vu dans la présentation, ce sont des métiers qui sont assez différents. Et donc, du coup, normalement, vous devriez avoir un des domaines que vous souhaitez privilégier. Donc, n'hésitez pas à le formaliser aussi dans votre lettre de motivation et à bien réfléchir aussi avant de candidater sur quel est le domaine qui vous intéresse le plus. Ensuite, on avait une question, le cotisant, je l'ai fait dans l'ordre, pour pas qu'on en oublie. Le cotisant peut-il refuser la présence de l'élève inspecteur? Oui, je vais répondre à la question. Alors, en toute théorie, oui, l'employeur peut refuser parce que, comme le rappelait Thomas tout à l'heure et comme je l'avais évoqué, mais bon, c'est assez nouveau pour vous, c'est une présentation, l'inspecteur, il est agréé, assermenté. Ça veut dire que normalement, un inspecteur, tant que sa nomination n'a pas été publiée, qu'il n'a pas de carte professionnelle, il n'est pas réputé intervenir en entreprise. On va dire que bon, voilà, ces inspecteurs qui sont rompus à l'exercice ont un peu de talent. On a aussi un petit peu de prévenance, c'est-à-dire que systématiquement, dans les avis de contrôle, on va mentionner « je serai accompagné d'un élève inspecteur », etc. Donc, l'inspecteur n'a pas de compétence pour signer la lettre d'observation, quand bien même il assiste au contrôle. Donc, vous ne serez pas signataire des conclusions du contrôle. Mais en général, on a juste de la prévenance, on va dire, entre personnes de bonne compagnie. On prévient. Et puis, le cas échéant, on double d'un coup de fil. Pour l'heure, je n'ai jamais eu connaissance d'un employeur qui ait refusé qu'un inspecteur se présente avec un inspecteur confirmé, sachant que également, on prend la précaution, bien sûr, de ne pas vous faire participer en présentiel à des contrôles à fort enjeu sur lesquels peut-être on aurait des entreprises qui joueraient en contentieux pour frapper la procédure de nullité de la présence d'une personne qui ne serait pas agréée ou assermentée. D'accord? Mais globalement, ça se passe toujours très, très bien. En revanche, juridiquement, non, il pourrait refuser, effectivement. Alors, du coup, il y avait une candidature aussi sur les candidats internes. Si candidature d'un candidat interne à l'URSSAF Rhône-Alpes, il n'y a plus de test d'aptitude selon les dernières informations reçues. Alors, effectivement, à partir de cette année, les candidats qui sont internes à la branche recouvrement ne passent plus les tests d'aptitude. Donc, s'ils sont sélectionnés sur CV, lettre de motivation et qu'ils ont leur autorisation de direction, ils passent directement à l'étape d'assessment. Ensuite, il y avait une question aussi sur l'assessment, sur qui réalise l'assessment, organisme externe. Donc ça dépend des organismes. Au niveau de l'URSSAF Rhône-Alpes, cette année, on fait réaliser nos assessments par un prestataire externe. Pour la session d'évaluation individuelle, doit-on ou peut-on apporter des supports papier pour nous aider à répondre aux questions? Non. Il n'y a aucun support à apporter, aucune aide extérieure nécessaire. En fait, il y a vraiment besoin de rien, de pas forcément préparer la session d'évaluation individuelle. On va vous donner un cas pratique, une mise en situation professionnelle, un contexte professionnel. Et il va falloir réagir par rapport à ce contexte donné. Donc, rien à préparer et rien à apporter. Vous n'aurez droit à aucun support venant de l'extérieur.
et pas de connaissances métiers nécessaires pour les cas pratiques que l'on propose dans la session d'évaluation individuelle. Ce n'est absolument pas un cas pratique technique. Ensuite, on a une question, combien de temps pour savoir si l'on a réussi les tests? Alors, j'imagine que ça concerne les tests d'aptitude. Donc, les tests d'aptitude cognitive se dérouleront sur la semaine du 10 octobre. On va donner à tous les candidats qui passeront les tests un créneau de passation du test sur lequel la personne devra se connecter, puisque les tests d'aptitude, on les passe en distanciel. Et vers le 21 octobre à peu près, on devrait commencer les premiers retours auprès des candidats en leur indiquant s'ils ont réussi ou non les tests d'aptitude. Ensuite, on avait une question, y a-t-il un écrémage pour les candidats internes au niveau du CV, lettre de motivation? Alors, le terme écrémage est plus ou moins joli, on va dire, mais en fait, c'est un processus de recrutement. Donc, comme pour tout recrutement, il y a une analyse des candidatures qui est réalisée sur la base du CV, de la lettre de motivation, et donc il peut y avoir des candidats internes qui peuvent être écartés au moment du dossier de candidature. Il faut savoir que pour nos candidats internes, on demande aussi un avis hiérarchique qui fait partie du dossier de candidature du candidat. Toc, 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 je regarde si on a d'autres questions. Les 24 KE bruts sur 14 mois également. Oui, c'est sur 14 mois. Combien de temps pour évoluer dans son métier et son salaire? Donc ça, c'est une question qui va dépendre de chacun, puisque chacun est aussi maître de son parcours professionnel. Savoir qu'au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, on a beaucoup d'opportunités professionnelles. On ouvre très régulièrement des offres d'emploi qui sont destinées à nos internes et nos externes. Donc, chacun est libre de candidater et de voir évoluer son parcours professionnel. Et il faut savoir que sur les postes d'inspecteurs, il y a un parcours professionnel qui permet aussi un passage d'un niveau de classification à l'autre. Il faut pour cela avoir une certaine ancienneté sur son poste, de mémoire 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est 4 ans, et de satisfaire un certain nombre d'attendus en termes de pratiques professionnelles. Après, il y a aussi des opportunités au niveau des inspecteurs sur des postes de management au sein des équipes contrôle ou au sein d'autres équipes au sein de l'organisme. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. C'est bon. Du coup, je pense qu'on n'a plus de questions. Pardon, il y a une dernière question qui a été posée. Peut-être que Thomas, du coup, peut peut-être y répondre. Si tu... Oui, alors juste pour dire très rapidement, parce qu'on a beaucoup débordé sur l'horaire prévu, mais effectivement, l'année dernière, c'était une promotion très particulière. Après, c'est pas qu'on a eu une sélection spécifiquement drastique par rapport à d'autres années, mais c'est qu'on a eu, pour être transparent, on a eu beaucoup de personnes recrutées qui sont pas allées jusqu'au bout du processus de recrutement. Donc on est transparent, on le dit, hein, on le sait en interne. Voilà, on avait recruté des personnes, mais tout le monde n'est pas allé, enfin voilà, certains n'ont pas souhaité donner suite à leur candidature, notamment par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure sur les incertitudes par rapport au lieu de formation. Lorsque le lieu de formation est avéré, ça peut aussi motiver un choix de pas aller jusqu'au bout. Après, c'est une sélection qui effectivement est exigeante, hein, Maud l'a rappelé, mais aussi parce que l'organisme s'investit sur une formation de 16 et 19 mois sur lesquels les salariés sont rémunérés et sur lesquels on s'investit aussi sur du long terme dans les métiers. Donc, je ne vais pas revenir sur le profil parce que Jamila en a très bien parlé. On ne cherche pas, en tout cas, je parle pour moi, en tant que recruteur, on ne cherche pas la perle rare exceptionnelle. On a tous des atouts, des axes de progrès, c'est certain, mais pour autant, on essaye aussi de faire en sorte de faire un recrutement qui corresponde à la fois pour la personne recrutée, qui demain puisse s'épanouir dans le métier d'inspecteur du recouvrement, et aussi pour l'équilibre du service.
Donc, je vois qu'il reste encore une ou deux questions. C'est les dernières questions qu'on va prendre parce qu'on a beaucoup débordé et du coup, ça fait un webinaire qui est un peu long, mais c'était intéressant de pouvoir répondre en tout cas aux questions qui ont été posées. Il y avait une question concernant l'âge qui peut être un critère pour écarter la candidature. Donc non, l'âge n'est pas un critère pour écarter la candidature. Il faut juste avoir en tête qu'il y a une formation qui s'étale sur potentiellement 19 mois, donc il faut juste avoir ça en tête, mais ce n'est pas du tout un critère pour écarter une candidature. Et enfin, on avait une question, est-il possible de travailler à côté de la formation en alternance pour subvenir à nos besoins? La formation, elle est... alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le cumul d'emploi en URSSAF est interdit, sauf rares exceptions, mais le cumul d'emploi est interdit, et quand on suit la formation d'inspecteur, on apprend un métier. Donc, les phases théoriques et les phases en organisme sont conséquentes et nécessitent un investissement personnel, comme quand on est à l'école, on va dire. Il faut travailler les cours. Donc, d'une part, ce serait pas forcément adapté pour permettre le succès sur la formation, et d'autre part, c'est interdit. Enfin, le cumul d'emploi est interdit en URSSAF. Et enfin, il y avait une question qui est qui fait l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, donc une fois que l'assessment est réalisé, s'il est favorable, vous êtes reçu par l'organisme recruteur. Donc si vous candidatez au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, vous serez reçu par des interlocuteurs de l'URSSAF Rhône-Alpes avec un jury qui sera composé d'interlocuteurs à la fois côté contrôle et côté RH. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Oui, on a répondu à toutes les questions. Donc en fait, nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire de présentation des métiers d'inspecteur. Donc, si vous êtes intéressé par l'un des 19 postes que nous vous proposons en Rhône-Alpes, nous vous invitons à postuler sur le site lasecurecrute.fr avant la clôture des candidatures qui est le 30 septembre. Nous mettons dans le chat le lien vers un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à prendre une minute pour nous dire ce dont vous en avez pensé, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et n'oubliez pas le replay qui est disponible soit directement à la fin, en cliquant sur le même lien qui vous a permis de vous connecter aujourd'hui, soit à partir de demain sur la chaîne YouTube et sur notre page LinkedIn. Donc nous vous remercions pour votre attention, et nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée à tous.